Alors, et maintenant, on arrive à la fin de la journée et je vais appeler, pour clore les échanges, deux grands témoins. Philippe Roche, qui est directeur de recherche et chargé de mission biodiversité, et Céline Iray, à venir poser leur regard sur cette journée. Merci. Voilà, donc Philippe, vous avez la parole. Je me suis mis un petit minuteur pour pas parler trop. Bon, ça va être un petit peu difficile de passer après ces excellents proseurs et après la journée de débat. Donc je me suis focalisé sur une partie, travaillant au MESSER et étant chercheur, j'ai fait une partie de ceux qui ont fait un petit franchissement du Rubicon entre la recherche et la décision, même si ça reste une décision qui est de l'ordre de la recherche scientifique. Comme ça a été dit, c'est un dialogue qui n'est pas toujours facile entre la recherche en particulier, parce que là, je mettrais quand même une différence entre la recherche et la connaissance. Ce sont deux éléments un petit peu différents de la construction. Si je reprenais un petit peu l'analogie qui a été faite par Michel Eddy ce matin, qui parlait beaucoup d'impédance, donc on a une tension entre la recherche et la décision. La question, c'est comment réduire cette impédance, c'est-à-dire comment faire que le signal passe un peu mieux. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Ça a été dit, ça a été évoqué. Il y a des problèmes de culture et de normes qui sont assez différents dans les deux mondes, entre la recherche et la décision publique, entre la recherche et l'entreprise aussi, en partie. C'est-à-dire qu'on a dans une recherche un certain type de normes qui est construite sur la production des savoirs, qui doit respecter toute une culture de la preuve, du test des hypothèses, etc., qui est complètement différent de la culture qui va avoir lieu dans la décision publique, où les gens ne sont généralement pas formés à travers la recherche scientifique, mais formés sur d'autres choses. Donc on a une culture qui peut amener une incompréhension. Il y a d'une part une incompréhension lorsque le scientifique arrive avec une connaissance qu'il considère comme assise devant un grand lot d'évidence. Donc pour lui, ça apparaît, c'est certain qu'il va être écouté et que pas forcément les recommandations, mais en tout cas les constats auxquels il arrive vont permettre d'aller vers des décisions, parce qu'il y a quand même une étape entre les deux. Mais ça, ce n'est pas forcément la réalité. Comme a été dit par Chantal Jouanneau tout à l'heure, il y a une phase aussi de négociation et d'arbitrage qui se passe dans la décision publique. C'est-à-dire que le savoir scientifique n'est qu'un élément de l'équation. Ça, c'est un petit peu difficile à entendre lorsqu'on est un chercheur. Et ce n'est pas forcément celui qui a le plus de poids. Il y a des rapports de force à des moments donnés entre différents services, entre différentes orientations. Il y a la question de l'acceptabilité sociale aussi, de la décision. On peut très bien identifier une recommandation qui serait très efficiente, même si je ne vais peut-être pas parler d'optimale, en tout cas qui serait robuste, mais qui n'est pas forcément acceptable à un moment donné de la société parce qu'il n'y a pas eu forcément de montée en reconnaissance du problème parmi les différents acteurs de la société qui ferait qu'à un moment donné, on a besoin d'avoir une décision pour résoudre un problème que tout le monde perçoit. Et comme ça a été dit, dans le domaine de la biodiversité, on n'a pas forcément la même perception par le public et la société qu'au niveau du climat. Donc ça, c'est aussi une question qui joue dans le passage de la connaissance scientifique à la décision. Bon, néanmoins, même sur la durée de ma carrière, moi, en tant que chercheur écologue, je vois une très forte variation de ce qui s'est passé, de la compétence, de la connaissance au niveau sociétal et du citoyen lambda de ce qu'est la biodiversité et des enjeux. Il y a quand même eu un progrès énorme. Quand j'étais jeune chercheur, il y a une trentaine d'années maintenant, je disais, je suis chercheur en écologie, on me disait, ouais, c'est quoi, j'ai un problème sur ma plante verte, tu peux m'aider, enfin, ça tournait en général à ce niveau de discussion. Maintenant, c'est plutôt, ah ouais, c'est super important, bon, je ne sais pas plus ce que c'est, mais en tout cas, ça apparaît comme important. Donc il y a quand même un progrès, et ce progrès, on le voit, je ne dirais pas qu'en fait, la connaissance scientifique n'est pas écoutée dans les décideurs, elle est écoutée, mais le fait que ça passe dans une décision, il y a beaucoup de filtres. Certains de ces filtres sont des filtres opérationnels, d'autres filtres sont complètement chaotiques, parce que le système n'est pas forcément optimal non plus. Il y a comme je dis, il y a des rapports de force, il y a des historiques, il y a des choses un petit peu complexes. Mais néanmoins, on peut voir à travers un certain nombre d'événements internationaux et nationaux que les choses avancent. La mise en place de l'IPBES est un élément fort pour avoir une connaissance qui va être dédiée à la décision. L'IPBES est une structure un petit peu différente du GIEC, qui est très politique. Il y a des rapports qui sont construits par des scientifiques, mais ces rapports sont négociés par les États,
donc le fameux Summary for Policymakers, qui, selon Chantal Joanneau, est assez difficile à digérer, ce qui est vrai. Ça veut dire qu'il y a encore un travail de la part des scientifiques pour produire de la connaissance dans une forme de langage qui est immédiatement appropriable. Et ça, c'est un problème. En tout cas, l'IPBES comble un certain vide. On a vu aussi avec les résultats de la dernière COP, la COP 15, on a quand même une avancée assez forte, avec des préconisations qui ont été validées dans la douleur, certes, mais par l'ensemble des pays participant à cette conférence, qui sont assez forts. On a parlé à un moment donné, dans la journée, de la question des finances nuisibles. Une des décisions, c'est de réduire de 500 milliards les subventions nuisibles à la biodiversité d'ici 2030. C'est un enjeu extrêmement fort, tout en abondant avec une quantité de l'ordre de 200 milliards le financement de la protection de la conservation. Il y a des thématiques que l'on retrouve actuellement aussi assez fortes, qui sont issues d'ailleurs en relation avec la COP, sur la directive actuelle de la restauration, qui est négociée au niveau européen, qui peut avoir un impact assez fort, avec un objectif de restaurer 30% des terres dégradées, que ce soit terrestres ou marines, que ce soit agricoles ou pas. Donc c'est un élément qui est extrêmement fort, pour lequel d'ailleurs il y a un échange assez complexe avec la connaissance, parce qu'on n'a pas forcément, malgré les recherches, tous les éléments scientifiques pour asseoir de manière un petit peu robuste cette mesure de la restauration et le degré de qualité des écosystèmes. Ça a été évoqué par Denis ce matin aussi, avec la question de l'intégrité des écosystèmes. C'est une notion qui, malgré le fait qu'elle est travaillée depuis maintenant à peu près soixantaine d'années par des scientifiques, elle n'est toujours pas assise. On n'est toujours pas d'accord forcément sur les définitions. Alors quand elle a mesuré, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc tout ça pour dire que j'ai l'impression, en tout cas moi à titre personnel, qu'on avance. C'est pas du tout, en tout cas on n'a pas abouti. On est toujours sur une trajectoire qui est extrêmement problématique, que ce soit en termes de climat ou en termes de biodiversité. Mais on a quand même une prise de conscience qui monte. La prise de conscience, elle se fait au niveau des décideurs, elle se fait au niveau des différents acteurs de la société. J'ai eu, dans un programme de recherche, travaillé avec des agriculteurs. On a souvent une vision sociétale que la plupart des agriculteurs, ils produisent, ils s'en foutent un petit peu de l'environnement. Enfin, je ne parlerai pas de la Confédération paysanne, mais d'autres types d'agriculteurs. Mais en fait, on s'aperçoit que lorsqu'on les interroge, il y a énormément d'agriculteurs, même qu'on pourrait qualifier de productivistes, qui sont sensibles à leur impact, mais qui se disent coincés dans leur trajectoire économique d'exploitation et qui ne voient pas forcément comment en sortir. Donc ce n'est pas un manichéisme, comme ça a été dit aussi, et c'est valable aussi pour un certain nombre d'entreprises, entre les méchants et les bons. Il y a un certain nombre d'acteurs de certains systèmes de production qui sont coincés dans un mécanisme dont ils souhaiteraient sortir parce qu'ils ont conscience de leur propre impact. Ils savent très bien qu'ils détruisent les choses, mais ils n'ont pas forcément à un moment donné la solution ou le courage pour en sortir. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Et ça m'a fait penser, parce que il me reste 3 minutes à peu près, je crois que j'avais 10 minutes, c'est ça. La question quand j'ai entendu l'exposé ce matin d'Olivier Hamon sur la robustesse, ça m'a fait penser à pas mal de négociations qu'on a eues dans la COP sur les cibles de la production. Ça a été évoqué aussi par Denis sur la tension entre l'agroécologie, l'intensification durable, etc. On a effectivement cette question de la protection de la biodiversité dans les systèmes productifs. On est actuellement dans une optimisation de la performance qui peut être de la biomasse ramassée ou du rendement économique. On ne pourra pas faire l'impasse sur une réduction de cette performance au profit d'une réduction de la vulnérabilité du système. Bon, moi, dans mon vocable, je ne connaissais pas vos écrits, mais j'ai appelé ça la vulnérabilité, ou en tout cas la stabilité, qui sont plusieurs composantes de la robustesse. Donc il y a un compromis à faire quelque part entre le degré de ressources alimentaires ou de fibres ou de matériaux qu'on va produire sur le système productif, de manière à avoir quand même un certain nombre de ressources, et ça nécessite un changement transformatif au niveau de la société, sur la quantité de ressources qu'on va utiliser. Alors, tout le débat qui a eu lieu également sur l'efficience qui peut amener à une surconsommation, donc comment on fait pour réguler ça, mais baisser ce niveau de production de manière à maximiser d'autres aspects, qui peut être la biodiversité, qui peut être des services écosystémiques de régulation, qui peut être d'autres éléments liés au patrimoine, à la culture ou au plaisir que les gens ont à voir la nature. Et enfin, pour conclure,
c'est vrai que quand on écoute, on se dit, oh là là, chercheur, on nous met beaucoup de trucs sur le dos. Il faut faire de la recherche scientifique, être dans les standards académiques, publier dans les grandes revues, etc., qui nécessitent un certain effort. Il faut faire de l'interdisciplinarité. C'est pas toujours évident parce que interdisciplinaire, ça ne veut pas dire nécessairement être très pointu sur un sujet, donc problème de publication revue. Il faut savoir communiquer avec les citoyens et les décideurs. Les chercheurs, ils ont quand même un boulot. Au-delà ils sont passionnés, certes, mais ils ont un certain nombre d'heures dans la journée où ils doivent faire la recherche, chercher les crédits pour faire la recherche, faire les bilans de résultats, publier tout ça. Et il faut qu'en plus, ils aillent essayer de traduire ce qu'ils ont comme résultat dans un langage compréhensible par le commun des mortels, qui n'est pas scientifique. Tout le monde ne peut pas le faire. Certains y arrivent, certains sont très bons, d'autres n'ont pas l'appétence pour ça. Et donc, pour finir, je dirais, d'où l'importance, à mon sens, c'est qu'entre le chercheur qui produit la connaissance, et là encore, je dirais, au-delà des diversités, il y a aussi une diversité des recherches. On a eu l'exemple de la recherche action par Mayan. On a aussi des thématiques de recherche académique, pur jus. On a tout un tas de modèles de recherche qui ne produisent pas forcément les mêmes degrés de transférabilité immédiate. Mais en tout cas, on a besoin d'avoir des médiateurs qui sont en capacité d'appuyer ce transfert de la connaissance produite par la recherche académique ou non académique vers différents niveaux de langage ou vers la transcription de constats de recherche vers des préconisations. Tout ne peut pas reposer sur le chercheur. Et donc des structures comme la FRB peuvent faire une partie de ce chemin de médiation. Après, il y a différents degrés de médiation selon la complexité et le type de langage qu'on veut utiliser pour le transfert. Et donc j'en terminerai là-dessus puisque j'ai dépassé d'1 minute. Merci beaucoup. Et donc maintenant, j'appelle Céline Liret, donc, qui est directrice scientifique d'Océanopolis. Merci. Alors, moi, j'ai passé une journée passionnante à vous écouter. On a eu la chance d'avoir un panel d'intervenants vraiment avec une diversité, une richesse qui représente bien la biodiversité. Et moi, je me suis attachée à identifier, en fait, finalement, dans ce constat qui a été partagé par tous, de cette urgence écologique, je me suis attachée à essayer d'identifier quels étaient les changements transformateurs à opérer pour finalement créer en fait un lien peut-être fonctionnel entre la recherche et puis on a vu toute une typologie d'acteurs, même si au départ la cible était plutôt le volet décideur. Donc voilà, je vais vous déjà adresser un petit peu ce tableau, ce qui était très intéressant parce que dans ces éléments transformateurs identifiés, en fait, plusieurs intervenants en ont parlé, pas forcément uniquement recherche, mais aussi voilà, d'autres typologies d'acteurs qui sont intervenus dans cette journée. Alors évidemment, ça, tout le monde l'a dit, cette nécessité de pluridisciplinarité, d'interdisciplinarité, pas forcément portée par le même chercheur, juste voilà, pour rassurer, mais en tout cas, veiller à ce que voilà, on ait différentes disciplines autour de la table, et en particulier la nécessité d'avoir des intervenants, des chercheurs du domaine des SHS. Ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin dans ce domaine-là, qui vont venir ouvrir justement sur un volet généralement oublié dans des cercles de discussion quand on parle surtout technique ou science. Donc là, il y a vraiment cette volonté. Ça a été repris après sur cette approche-là, quand il y a des termes qui ont été utilisés comme expertise plurielle. Donc on voit bien, en fait, même dans le domaine d'autres structures, entreprises, il y a aussi ce besoin d'ouverture. Il y a aussi eu, à un moment donné, ce besoin voilà, de vision globale, d'approche systémique pour une prise de décision. Donc il y a un vrai enjeu autour de ce croisement de regards, j'allais dire, dans le domaine de la recherche. Donc d'avoir voilà, cette pluridisciplinarité. Après, ça a été abordé à différents moments, l'importance du débat, de la controverse. Moi, je rajouterais même de l'esprit critique. Je pense qu'il y a voilà, ce besoin
finalement d'avoir des typologies d'acteurs assez divers pour pouvoir croiser les regards, qu'il y ait un vrai débat, un échange. Voilà, il peut y avoir des scientifiques, il peut y avoir des entreprises, des gestionnaires, des citoyens, hein, des professionnels dans d'autres typologies de métiers, mais je pense que c'est extrêmement important de croiser ces regards, de débattre, voilà, et de construire cet esprit critique qui est aujourd'hui de plus en plus absent dans la société et qui finalement est quand même essentiel pour éclairer le citoyen et en fait finalement en faire un décideur, un acteur, hein, qui puisse prendre des décisions éclairées. Autre élément, la complexité de la science. Donc ça a été dit aussi par différents intervenants. Simplifier à l'excès, c'est pas possible. En fait, voilà, on a des phénomènes complexes. La biodiversité, en fait, elle est à l'interface de tout. Hein, vraiment, il y a des interactions. Ce ne sont pas que les espèces, c'est des interactions. C'est l'habitat dans lequel elles sont. C'est évidemment le lien entre l'ensemble des espèces, entre l'écosystème et puis entre voilà, nous tous. Donc il faut garder cette complexité. Donc ça, c'est un vrai challenge. Comment aborder cette complexité avec des acteurs qui peuvent être assez éloignés, hein, du champ disciplinaire que l'on va aborder. Mais il faut garder à tout prix cette complexité. Et elle est aussi présente, cette complexité, dans le cadre réglementaire. Donc voilà, il faut arriver à associer tous ces éléments et faire en sorte qu'ils puissent être partagés, discutés dans des instances, hein, qui croisent voilà, tout un ensemble d'acteurs. Autre élément, c'était la notion du temps qui a été abordée. Voilà, on a tendance à vouloir aller très vite. Je pense qu'il y a eu une discussion à un moment donné sur la temporalité, en particulier dans le domaine plutôt politique. Hein. Il faut aller très vite. Or, il y a des choses, c'est pas possible. Hein. Voilà. Je sais que ça a été dit à un moment donné, la question de la lenteur. Hein. Il y a besoin de temps long, en fait. Il y a besoin de temps long pour débattre, pour échanger. Voilà, on ne peut pas faire ça en un mois et sortir un rapport. C'est pas possible. Voilà, il faut parfois aussi avoir un temps long pour pouvoir aborder un sujet sereinement et puis voilà, échanger avec l'ensemble des parties prenantes. Il y a eu, évidemment, je parle du temps, mais il y a l'espace aussi. Alors, ce qui était assez intéressant, ça n'a pas été beaucoup abordé, mais néanmoins, quelques intervenants ont abordé la question de l'échelle du territoire. On voit que l'échelle du territoire, elle est intéressante parce qu'en fait, il y a un passage à l'action, finalement. On est au-delà des recommandations, et puis ça a été dit aussi, hein, cette notion de recommandation, finalement, est-ce que, du coup, il ne faut pas aller un peu plus loin et être plutôt sur la question de l'action plutôt que recommandation. Et du coup, cette notion, cette échelle du territoire, elle permet ça. Et elle embarque en fait tout un ensemble d'acteurs. Donc c'est vrai que... et puis en plus, elle peut être, elle, source de progrès. Et finalement, avoir quelque chose qui est plutôt remontant plutôt que descendant. Je trouve que voilà, il y a vraiment quelque chose de très pertinent sur cette échelle du territoire. Il y a cette notion de décloisonner, de créer des liens fonctionnels, mais on revient là plus largement, hein, au-delà du domaine de la recherche, mais casser un peu les silos. Aujourd'hui, on a une société, même dans les entreprises, hein, qui est parfois vraiment très organisée sous forme de silos. Hein. Comment, en fait, on crée de la transversalité? Comment, en fait, des sujets, et la biodiversité en est vraiment un, peut permettre cette transversalité dans les entreprises, dans les différentes organisations. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Ça a été abordé, évidemment, dans les entreprises avec la RSE. Voilà, ça implique l'ensemble des salariés dans une entreprise et du coup, on a un élément transversal qui casse, qui décloisonne, qui permet de travailler ensemble, même si on n'est pas dans ce domaine de compétences, même si on n'est pas au cœur du sujet, eh bien, on va pouvoir discuter, on va pouvoir échanger, on va pouvoir débattre. Donc ça, c'est vraiment essentiel. On a discuté aussi de l'importance, il y a eu des échanges sur l'importance du langage. On voit bien, alors dans les interventions, qu'on ne parle pas tous le même langage. Il y a vraiment quelque chose à travailler à ce niveau-là, et je pense que c'est à prendre en compte dans ces changements transformateurs à opérer. Je pense qu'il faut s'écouter. Je pense qu'on a tendance à écouter nos pairs, nos collègues. En fait, on reste dans notre milieu, justement, on reste dans notre silo, et donc on a notre langage. Et finalement, si on décloisonne, en fait, ça va obliger aussi à écouter les autres et à trouver un langage commun, à pouvoir finalement créer vraiment
voilà, un échange, un dialogue qui permettra d'aboutir finalement à des actions et à ce décloisonnement. Donc ça, c'est vraiment important pour embarquer une diversité d'acteurs, une diversité de parties prenantes. Il y a eu aussi des échanges sur la question de comment on suscite l'intérêt. Donc là, en fait, on était plutôt on avait un peu élargi le public, on avait dépassé un peu le côté entreprise, côté décideur. On était sur tous les publics. Comment on suscite de l'intérêt ? C'est vrai que si on est juste sur quelque chose de très descendant, voilà, on a une activité de recherche et on est descendant très plutôt, j'allais dire, scolaire, c'est extrêmement compliqué. En fait, tous les publics, on a tous une sensibilité différente. Là, il y a une vraie diversité. On va avoir plutôt une sensibilité artistique, une sensibilité peut-être voilà, sur une approche un peu la musique, l'art, une approche artistique. Et finalement, aujourd'hui, beaucoup de structures travaillent sur comment on associe en fait, une autre approche assez éloignée pour pouvoir créer de l'émotion. En fait, l'entrée par l'émotion est quelque chose d'intéressant. Ça a été dit à un moment donné, ce volet émotion, ce volet, voilà, plutôt l'approche culturelle, je pense qu'elle a du sens. Il y a eu l'approche participative, les sciences participatives aussi, finalement, parce qu'on devient acteur. Voilà, on est intéressé par les sciences et on agit, on est sur le terrain, on est acteur. Donc, finalement, on fait appel à de l'émotion, voilà, on passe un bon moment. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, c'est ce qu'on fait dans des structures, voilà, comme au Sanopolis, où je travaille, on est vraiment là en tant que centre de culture scientifique. Voilà, on s'appuie sur ce volet, comment on crée de l'émotion pour pouvoir après capter en fait finalement, capter un public, capter une famille et puis pouvoir partager en fait après des éléments, voilà, un ensemble de contenus. Alors sur cet axe-là, justement, sur toucher la population, en fait, il y a eu à plusieurs reprises des intervenants qui ont dit, nous, on entre par la santé. La santé est quelque chose qui est une entrée pour... voilà, on se dit que les gens, finalement, voilà, vont se sentir concernés. Ça peut concerner tout le monde. Mais peut-être il y a d'autres entrées. Peut-être il y a d'autres entrées, c'est peut-être là où il faut continuer en fait à échanger, à débattre, à discuter, parce qu'il y a peut-être d'autres entrées qui sont très pertinentes pour la biodiversité, auxquelles on ne pense pas, voilà, qui peuvent vraiment être quelque chose d'intéressant pour le public. Un autre élément, en fait, c'est dans toutes vos interventions, excepté le volet recherche, en fait, vous étiez tous des médiateurs, quelque part, dans votre domaine. Vous étiez des acteurs de médiation, l'interface entre, voilà, il y a eu de l'interface entre l'entreprise et la recherche, interface entre les associations, la recherche, l'interface entre des gestionnaires, la recherche. Voilà, on a eu vraiment un panel d'acteurs de la médiation, c'est-à-dire comment on fait cette passerelle, comment on comble cette interface, comment on fait en sorte qu'elle... voilà, ces acteurs sont là pour faire en sorte que du coup, on ait quelque chose de... on est des facilitateurs. En fait, tous, vous étiez des facilitateurs pour créer ce lien et avoir un lien fonctionnel, opérationnel, qui permette vraiment d'installer un dialogue. Du coup, vous maîtrisez le langage aussi, hein, l'un et de l'autre. On revient à toutes ces notions là que je vous ai parlé, tous ces éléments essentiels pour ces changements transformateurs à opérer. Mais je pense que ça, c'est une porte d'entrée qu'il faut creuser. Hein, peut-être qu'au sein de la FRB, il y a vraiment une discussion à avoir avec la chance à la FRB, il y a le COS, avec un ensemble de parties prenantes, voilà, une typologie d'acteurs quand même assez incroyable. Donc je pense que là, sur cette question de quels sont les acteurs de la médiation, qui sont ces acteurs qui sont à l'interface, qui font les passerelles, hein, entre ces différents domaines. Et je vais finir avec une chose, justement, la FRB. Alors la FRB, en fait, il y a un conseil scientifique, il y a un COS, hein, avec l'ensemble des parties prenantes, hein, qui sont là pour valoriser la recherche dans la société. Moi, je trouve extrêmement intéressant, hein, justement, d'avoir ces différentes typologies d'acteurs au sein de la FRB. Je pense que la FRB pourrait être un espace pilote, hein,
pour justement travailler en fait sur cette problématique. Voilà comment en fait on transforme cette interface recherche et tout un ensemble d'acteurs. Voilà quels sont les éléments, quels sont les briques qui sont nécessaires, quelles sont vraiment les clés qui vont permettre de créer ce dialogue, et un dialogue très fonctionnel et opérationnel qui permettent d'agir. Je pense que ça peut être un bon lieu, un bel endroit, la FRB, pour initier en fait cette réflexion et passer à l'action. Merci. Merci beaucoup, Céline. Eh bien, il me revient maintenant le devoir et le plaisir de remercier les intervenants et les intervenantes, le public en ligne et présent. Et puis, bien sûr, la tribu du Verbe. Alors, ils ne sont plus là, mais vraiment, c'était assez brillant. Mixo Ma Prose et Sang d'encre, ainsi que Clark Production à la régie. Clac Production, pardon. Et puis, dernière chose, il faudra quand même penser à rendre vos badges à l'accueil et surtout ne pas partir avec. Puis en fait, je vais quand même laisser le dernier mot à notre directrice. Merci beaucoup, Julie. Moi, je voulais vous remercier sincèrement tous et surtout remercier aussi l'équipe FRB parce que derrière toute cette journée, il y a toute une équipe. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous, donc qu'ils soient chargés de mission scientifique ou chargés de mission communication ou chargés de mission administrative, tout le monde donne un coup de main à la journée FRB, donc c'est vraiment merci beaucoup. Sans vous, rien ne serait possible. Donc évidemment, les intervenants, on les remercie aussi très chaleureusement. Et puis, j'espère que cette journée vous a plu. On essaiera d'en faire aussi une autre l'année prochaine. Tous les ans, vous savez, on a notre journée FRB annuelle. On choisit un thème, à chaque fois c'est un petit peu la surprise, on choisit un thème en collaboration interne. Et puis, voilà, on espère que vous en sortirez avec des idées, peut-être, pour aller plus loin, pour essayer d'améliorer les recommandations, peut-être plus s'investir en interdisciplinarité. J'espère que les ministères ont intégré aussi ceci, c'est-à-dire qu'ils doivent aussi faire de l'interdisciplinarité en interne. Et puis, nous, on est contents. On continuera de toute façon à travailler sur cette question à la FRB. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus pour participer à nos réflexions. Merci beaucoup.